Juin 1957. J'ai 19 ans. Je quitte Paris pour Alger. On m'a proposé de rejoindre les équipes médico-sociales itinérantes pour 3 mois, le temps des vacances. Je n'ai pas mis longtemps à convaincre mon père, pourtant militaire de carrière. Il dit qu'il faut que je voie du pays, qu'il est bien que je laisse de côté, un moment, mes études de droit, pour partir à l'aventure. Il est probablement inconscient, mais je le suis au moins tout autant que lui. À Paris, on ne parle plus que de l'Algérie, sans jamais dire ce qu'il s'y passe. Je crois que j'ai besoin de savoir, et puis d'aider un peu ceux qui s'y trouvent, de leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. J'arrive en bateau. Un opérateur est là, sur le port. Alger est blanche et belle. Juin 1957. J'ai 18 ans. Je quitte l'université et me promène dans Alger une dernière fois, avant de rejoindre mes parents à Médéa pour les vacances. Je croise 3 femmes en blouse blanche, 2 européennes et une musulmane, comme moi. Elles me sourient et s'arrêtent à ma hauteur. Elles sont belles, elles sont fières avec leur insigne bleu-blanc-rouge et leurs cheveux qui volent au vent. Elles m'invitent à prendre le thé. Elles me racontent qu'elles sont venues se reposer un peu ici, à Alger, à la maison des équipes médico-sociales itinérantes. À la maison des MC, comme elles disent, avant de retourner soigner les femmes et les enfants du bled. J'allais repartir lorsque l'une d'elles me pose cette question. « Mais toi, ne voudrais-tu pas rejoindre nos équipes ?» Août 1957. Je suis loin de l'oasis que j'imaginais sur le bateau qui m'amenait à Alger. Une oasis plantée de palmiers, une rivière coulant plus bas dans la vallée, le sable doré sous mes pieds, un soleil brûlant. De tout ça, je n'ai trouvé que le soleil brûlant. Il n'y a pas un seul arbre, pas une seule fleur. Que des graviers et de petites maisons en ruine. Le lieutenant qui nous a accueillis, mes 2 consoeurs et moi, il y a maintenant 3 mois, n'était pas très heureux de nous recevoir. Qu'allait-il bien pouvoir faire de 3 femmes civiles sans aucune expérience ? Aujourd'hui, celui-ci m'a confié qu'il aimerait avoir au moins 10 équipes comme la nôtre. Il est vrai que nous faisons du bon travail. Moi qui ne savais que réciter le code civil, j'ai vu la teigne et le trachome. Je sais panser les plaies et faire les piqûres. J'écoute et je conseille les femmes, les enfants qui viennent à moi. Mais l'été touche à sa fin, et je dois m'en aller. Je reviendrai. Octobre 1957. Cela fait 1 mois que j'ai rejoint les équipes médico-sociales itinérantes dans un petit village au sud de la Kabylie. Mon père ne s'y est pas opposé. Il sait que je ne prendrai pas le voile, malgré des années de discussions fiévreuses. Il est peut-être aussi rassuré que je leur ramène enfin un peu d'argent. Ma mère s'est murée dans son silence. Elle a tellement honte de moi. Le plus souvent, je sers d'interprète aux autres MC et aux médecins militaires qui ne parlent pas la langue. Les petites Kabyles ne me comprennent pas toutes, mais elles ont toujours l'air heureux de me voir. J'aime leurs robes chatoyantes, leurs bijoux qui tintent, leurs sourires francs. Certaines se confient parfois à moi. Latifa, 10 ans, est venue me voir aujourd'hui pour me demander pourquoi je ne porte pas le voile. Je lui ai simplement répondu que je n'en avais pas envie et l'ai questionnée en retour. « Toi, Latifa, qui es si jeune, pourquoi portes-tu déjà le voile ?» Je lui arrache cette réponse étonnante. « C'est pour faire grande », me chuchote-t-elle.
Juillet 1958. 10 mois ont passé et je suis revenue en Algérie. Une Algérie maintenant pleine d'espoir et certaine de son avenir français. Le général de Gaulle nous a tous compris. J'exerce désormais sur les hauts plateaux du sud oranais, près de Saïda. Mes deux consoeurs, Christine et Sadia, m'ont fait un accueil chaleureux. Elles semblaient très soulagées d'avoir enfin un peu de renfort. Aujourd'hui, nous partons dans l'ambulance des médecins militaires vers les plaines désertes de la montagne. Les populations isolées nous y retrouvent pour que nous soignions leurs malades. Nous avons à peine le temps de monter la tente que les femmes et les enfants se pressent déjà autour de nous. Tout le monde souhaite examiner les nouvelles infirmières. Je suis toujours très surprise de voir autant de nouveau-nés. Où sont les hommes? Où sont les pères? Ne sont-ils donc pas partis au maquis? Ou n'ont-ils pas rejoint l'armée française, depuis déjà bien des années? Octobre 1958. L'année est passée si vite, au rythme des visites de maison en maison, des convois de camions sillonnant les villages alentours. Il y a quelques jours, les femmes musulmanes, moi comprise, votions pour la première fois à l'occasion du référendum sur la nouvelle constitution. J'ai dû apprendre à de nombreuses Kabyles à différencier le oui du non, à glisser des bouts de papier dans des enveloppes. Elles trouvaient cela amusant. Aujourd'hui, Fatima, une femme du village, est venue me voir en pleurant. Elle m'a dit que le FLN lui avait pris son fils, que les rebelles savaient que nous venions les soigner et que nous les avions enjoints à voter, qu'il nous fallait maintenant partir si nous voulions éviter de nouvelles représailles. Impuissante, je lui ai répondu que nous allions retrouver son fils. Et que jamais je ne pourrais les abandonner, ni elle, ni toutes les autres. Elle s'est écroulée de chagrin à mes pieds. Février 1959. La guerre est arrivée. Elle est aux portes de nos maisons. Que ceux qui parlent encore de maintien de l'ordre viennent écouter le chant des mitraillettes, qui chaque nuit nous terrorise. Ma collègue Sadia reste toujours très calme, et quand je n'arrive pas à m'endormir, elle allume un peu la radio et me caresse doucement la tête. Les militaires nous disent que les opérations ne dureront plus très longtemps et que l'armée des rebelles sera bientôt anéantie. Ils pensent nous rassurer. Pourtant, je crois qu'il m'effraie bien plus que les méchants Fellaga, dont ils dressent tout le temps l'horrible portrait. Hier, je les entendais parler de napalm et de Gégène. Je me souviens que lorsque j'étais moi-même jeune fille et que la guerre avait laissé les familles privées de tout, l'instituteur distribuait aux enfants de l'école un grand verre de lait chaud. Dieu, que c'était agréable. Alors, quand mon emploi du temps me le permet, j'installe une grosse marmite de lait en poudre au centre du village. Et les enfants viennent en rang chercher un peu de douceur, un peu de repos. Septembre 1959. Je débute ma journée comme d'habitude, par une série de consultations médicales au village. Mais tout semble étrangement différent aujourd'hui. Les femmes,
d'ordinaire si bavardes, ne disent presque rien. Ce matin, à la radio, nous avons entendu le général de Gaulle parler du droit des Algériens à l'autodétermination. Il est sûr que toutes les femmes du village ont elles aussi eu vent de ce discours, et que la plupart d'entre elles se retrouvent perdues, tiraillées. Je ne suis pas sans savoir que la nuit, certaines rejoignent parfois leur mari, leur fils parti au maquis pour défendre la cause nationaliste, mais que d'autres, comme Fatima, pleurent encore leurs enfants enlevés par le FLN. L'après-midi, un groupe de femmes et d'enfants m'attendait devant ma chambre. Ils m'ont alors demandé : « Et maintenant, vas-tu t'en aller, Toubiba ?» Toubiba. C'est ainsi que les gens du bled nous appellent. J'ai souri et fait mine de ne pas comprendre. Je sais désormais qu'un jour, il me faudra partir. Janvier 1960. Sadia a été mutée il y a peu, près de Tébessa. Elle a souhaité se rapprocher de sa mère qui, souffrant de graves problèmes de santé, lui donnait de grandes inquiétudes. Personne ne me caresse plus la tête lorsque je peine maintenant à dormir. Les tirs se calment parfois, une semaine, un mois, pour nous laisser profiter d'un peu de soleil, un peu de pluie, d'une baignade improvisée. Je me rends compte que plus de 2 ans ont passé et que je n'ai servi à rien. Bientôt, j'en suis certaine désormais, l'Algérie obtiendra l'indépendance et je devrais laisser toutes mes jeunes amies ici. La seule chose dont je pourrais me féliciter, c'est d'avoir appris à lire à quelques jeunes filles du village. Une après-midi, emplie de chagrin, je me suis réfugiée derrière une maison pour pleurer. Un vieillard m'a aperçue et s'est approché de moi. Il m'a tendu un mouchoir et m'a dit : « Tu sais, Toubiba, les gens qui pleurent ici, et il n'y en a pas assez. » Janvier 1961. Le résultat du référendum sur l'autodétermination de l'Algérie est sans appel. 75% des votants, France métropolitaine et Algérie confondus, ont approuvé la politique du général de Gaulle. Même dans mon petit village, je me rends compte que les choses ont changé. Les femmes se sont politisées et se sont petit à petit décidées à soutenir la lutte nationaliste. Je suis heureuse que leur voix soit enfin entendue. Et triste que l'on ait rempli les cimetières de cadavres sans nom pour une issue qui me paraît maintenant inéluctable. Il sera bientôt temps que je quitte mon pays, devenu trop dangereux pour moi, la musulmane qui a collaboré avec l'ennemi. Et que je parte pour la France, cette terre si lointaine dont je ne connais rien. Les femmes et les enfants me demanderont : « Quand reviens-tu, Toubiba ?» Et je ne parviendrai pas à leur dire que je ne reviendrai sans doute jamais. Janvier 1961. Alors que mes collègues et moi écoutons distraitement la radio, le mot Tébessa capte mon attention. J'entends : « Ce matin, un convoi des équipes médico-sociales itinérantes et leur escorte ont été attaqués par les rebelles. L'embuscade a fait 7 victimes. » Lorsque le nom de Sadia est prononcé, le temps se fige. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Et les larmes m'inondent le visage. Je réalise combien je suis épuisée et que ma présence ici n'est plus d'aucun intérêt.
Dans quelques jours, je rassemblerai mes affaires. J'étreindrai longuement toutes ces femmes, tous ces enfants pour qui je ne peux plus rien. Et je rentrerai à Paris. Juillet 1962. La vie en France est confortable. J'ai repris ma routine. J'ai trouvé un travail. L'Algérie a pris son envol. L'Algérie va tracer son chemin. Je ne manque de rien, sauf d'un peu d'amour. Ici, les gens ne comprennent pas. Les gens étaient si loin de tout. Mais moi, je ne peux chasser mes regrets. Mais moi, je ne peux chasser mes souvenirs. Qu'êtes-vous devenus? Vous, mes collègues, Vous, mes amis, vous, mes enfants. vous, mes sœurs.